Il a regardé le billet d'embarquement dans ma main, puis la couleur de ma peau, et m'a ri au nez. La première classe n'est pas pour les gens comme vous, a-t-il ricané en jetant le sac à dos de ma fille dans l'allée centrale comme s'il s'agissait d'une ordure. La chef de bord ne l'a pas arrêté. Elle l'a aidé. Il pensait humilier un père silencieux en sweat à capuche. Il pensait avoir gagné. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que l'homme qu'ils expulsaient du train n'avait pas simplement acheté un billet. Il possédait le fret dans les wagons de queue qui rendaient ce trajet rentable. Et dans exactement 5 minutes, il allait leur rappeler qui détenait vraiment le pouvoir. Les néons de la gare de l'aéroport de Marseille-Provence bourdonnaient de cette fréquence de stress spécifique que seuls les voyageurs fatigués comprennent vraiment. C'était une symphonie de roulettes de valises, de pleurs de nourrissons et d'annonces robotiques de changement de voix. Stéphane Thorne ajusta la sangle de son vieux sac de sport en toile. Pour l'observateur occasionnel, Stéphane ne ressemblait à personne d'important. C'était un homme noir grand et large d'épaules, approchant la cinquantaine, vêtu d'un sweat à capuche gris anthracite, d'un jean délavé et d'une paire de baskets banales. Il ne portait pas de montre. Il n'affichait aucun bijou. Il se déplaçait avec une grâce calme et modeste, tenant la main de sa fille de 7 ans, Manon. Manon, en revanche, vibrait d'excitation. Ses cheveux étaient coiffés en 2 chignons soignés retenus par des élastiques roses vifs assortis à sa petite valise à roulettes. « On va vraiment s'asseoir dans les grands sièges, papa ?» demanda Manon, les yeux écarquillés alors qu'ils approchaient du quai A6. « Ceux qui se transforment en lit ?» Stéphane serra doucement sa main, un sourire chaleureux brisant son expression stoïque. « Joyeux anniversaire, ma chérie. » « Oui, les grands sièges. On va en Avignon avec style. » Pour Stéphane, ce n'était pas une question de luxe. C'était une question de temps. Il avait passé les 15 dernières années à bâtir Thorne Logistique, passant d'une simple camionnette de livraison à Lyon à un empire mondial du fret qui déplaçait silencieusement l'économie mondiale. Il pesait environ 4,2 milliards d'euros, un fait connu seulement des lecteurs de revues financières spécialisées et des conseils d'administration du CAC 40. Il détestait les projecteurs. Il privilégiait la vie privée par-dessus tout. Aujourd'hui, il voulait juste emmener sa fille voir le Palais des Papes à Avignon pour son anniversaire. Il avait réservé les sièges 1 et 1K sur le TER, un convoi spécial aménagé pour les cadres, les meilleures places de la première classe. Groupe d'embarquement 1, annonça l'agent de quai, sa voix crachotant dans l'interphone. Les passagers de première classe et les membres du club exécutif sont invités à monter. Stéphane guida Manon vers la file. Devant eux se trouvait un homme qui semblait avoir été fabriqué dans une usine construisant des stéréotypes de la vieille bourgeoisie. Nicolas Sterling. Stéphane le reconnut instantanément, bien que Nicolas ne reconnût certainement pas Stéphane. Sterling était le fils raté de la dynastie industrielle Sterling Heavy Industries. C'était un homme plus connu pour ses crises publiques et ses procès que pour son sens des affaires. Il portait un costume italien sur mesure qui coûtait plus cher que la plupart des voitures, une montre Patek Philippe qui accrochait agressivement la lumière du terminal, et une expression qui sentait le scotch et l'arrogance. Nicolas se disputait avec l'agent de quai alors que Stéphane et Manon approchaient. « Je me fiche de ce que dit le système », aboya Nicolas en claquant la main sur le comptoir. « Je m'assois toujours en 1A. C'est mon siège. Je fais ce trajet depuis 20 ans. Réglez ça. » L'agent, une jeune femme désemparée nommée Chloé, tapait furieusement sur son clavier. « Monsieur Sterling, je comprends, mais le siège 1 a été réservé il y a des semaines par un autre passager. Vous êtes en 2A. C'est le même siège, juste une rangée derrière. » « Je ne m'assois pas au 2e rang, cracha Nicolas. Le 2e rang, c'est pour les domestiques. Stéphane soupira doucement. Il voulait juste monter dans le train. Il guida doucement Manon devant Nicolas qui argumentait, scannant son billet au portique automatique. La machine émit un bip vert agréable. Alors que Stéphane passait, Nicolas se retourna brusquement. Ses yeux scannèrent Stéphane de son sweat à capuche à ses baskets. Un regard de dégoût pur et non dissimulé envahit le visage de Nicolas. « Attendez » dit Nicolas assez fort pour que la file l'entende. « Vous le laissez monter avant moi ?» L'agent leva les yeux, épuisé. « Monsieur, il a un billet valide. Veuillez prendre votre siège. » Nicolas ricana, s'écartant, mais se penchant près de Stéphane alors qu'il passait. « Profite de la marche vers le fond du bus, mon pote.
Essaie de ne pas voler l'argenterie au passage. Stéphane sentit une bouffée de chaleur dans sa poitrine, ce genre de vieille colère familière qu'il avait appris à supprimer dans les salles de conseil remplies d'hommes qui ressemblaient exactement à Nicolas. Mais il regarda Manon. Elle n'avait rien entendu. Elle était trop occupée à regarder le train à travers la vitre. « Viens, ma puce », chuchota Stéphane. « On y va. » Ils descendirent le quai, l'air frais du soir leur frappant le visage. Stéphane pensait que le conflit était terminé. Il pensait qu'il pourrait juste fermer la cloison, mettre son casque anti-bruit et dormir jusqu'à Avignon. Il avait tort. La cabine de première classe était un sanctuaire de cuir crème, de bois poli et d'éclairage d'ambiance doux. Ça sentait l'eau de Cologne chère et les orchidées fraîches. Stéphane trouva le siège 1A. C'était une suite, en réalité, un cocon privé. Il installa Manon dans le siège 1K, directement de l'autre côté de l'allée. « Waouh !» s'exclama Manon en touchant l'oreiller en velours. « Papa, regarde l'écran télé. Il est géant. »« Installe-toi, Manon. »« Mets ta ceinture », dit doucement Stéphane en rangeant sa valise rose dans le compartiment supérieur. Il plaça son sac de sport sous l'ottoman du siège 1A et s'assit, laissant échapper un long soupir. Il sortit un livre, une copie de poche des Pensées de Marc Aurèle. Il n'avait pas besoin de téléphone ni d'ordinateur. Il était en vacances. La paix dura exactement 90 secondes. Des pas lourds résonnèrent sur le sol moquetté. Stéphane ne leva pas les yeux, mais il sentit la présence planer au-dessus de lui. « Vous êtes à ma place. » Stéphane marqua sa page et leva les yeux. Nicolas Sterling se tenait au-dessus de lui, le visage rouge de colère. Derrière Nicolas se tenait la chef de bord principale, une femme nommée Valérie, qui portait un sourire forcé et dont les yeux passaient nerveusement du millionnaire en costume à l'homme noir en sweat à capuche. « Excusez-moi, » dit Stéphane, sa voix calme et grave. « Vous m'avez entendu », claqua Nicolas. « Vous êtes en 1A. C'est mon siège. Vous devez bouger. » Stéphane regarda la chef de bord. « J'ai le billet pour le 1A. J'ai réservé ce voyage il y a 3 semaines. » Valérie s'éclaircit la voix. Elle regarda le sweat de Stéphane. Elle regarda son sac de sport usé qui dépassait dessous le siège. Puis elle regarda Nicolas Sterling, un détenteur de carte platine qui faisait ce trajet mensuellement et menaçait actuellement d'appeler le PDG de la compagnie ferroviaire. Les préjugés sont un poison subtil. Ils ne s'annoncent pas toujours avec des insultes. Parfois, ils s'annoncent avec des suppositions. Valérie supposa que Stéphane était une erreur de surclassement, un gagnant de loterie, quelqu'un qui n'était pas à sa place. « Monsieur », dit Valérie à Stéphane, son ton dégoulinant d'une douceur condescendante. « Il semble y avoir un conflit. Monsieur Sterling est l'un de nos voyageurs les plus fidèles. Nous pensons qu'il y a eu une erreur dans le système de réservation. » « Il n'y a pas d'erreur, » dit Stéphane, sa voix se durcissant. « J'ai payé le plein tarif. 12 000 € pour ce siège. 12 000 € pour le siège de ma fille. » Nicolas éclata de rire. C'était un son sec et aboyant. « Tu as payé 12 briques ? S'il te plaît. À qui as-tu volé la carte de crédit ? Un rappeur ? Un dealer ? » La cabine devint silencieuse. Les autres passagers, un mélange de cadres et de touristes fortunés, arrêtèrent de ranger leurs affaires. Manon leva les yeux de son écran, son sourire s'effaçant. « Papa » chuchota-t-elle. Stéphane se leva. Il mesurait 1,93 m, nettement plus grand que Nicolas. L'air dans la cabine changea. « Faites attention à la façon dont vous me parlez, » dit Stéphane, sa voix descendant d'une octave. « Et faites très attention à ce que vous dites devant ma fille. » Nicolas fit un demi-pas en arrière, mais reprit contenance, rapidement soutenu par la présence de la chef de bord. « Je veux qu'il parte, » dit Nicolas à Valérie en pointant un doigt manucuré vers Stéphane. « Je ne vais pas passer le voyage à sentir l'odeur de la nourriture de rue Bon Marché. Soit il va en seconde classe, soit j'appelle mon avocat et nous poursuivons cette compagnie pour rupture de contrat. On m'avait promis le 1A. » Valérie fit un choix. C'était le mauvais choix. Un choix qui mettrait fin à sa carrière, mais elle le fit. Elle regarda Stéphane. « Monsieur, je vais devoir vous demander de prendre votre sac et de changer de place. »
Nous avons des sièges libres en classe confort standard. C'est très confortable. Stéphane la fixa. Vous demandez à un passager payant le plein tarif de première classe de descendre de gamme pour accommoder un homme arrivé en retard simplement parce qu'il l'a exigé? C'est pour la sécurité et le confort du voyage, mentit Valérie. Vous causez un trouble. Je suis assis en train de lire un livre, dit Stéphane. Vous êtes agressif, cria Nicolas. Regardez-le. Il me menace. Nicolas se pencha soudainement et attrapa la poignée du sac de sport de Stéphane. Ne touchez pas à mes affaires, avertit Stéphane. Sors tes ordures de ma suite. Hurla Nicolas, et il tira sur le sac. La fermeture éclair du vieux sac se prit dans le coin métallique tranchant de l'armature du siège. Crac! La toile se déchira. Le contenu se déversa sur le sol immaculé de la première classe. Ce n'était pas des vêtements. Ce n'était pas de la drogue. Ce n'était pas de l'argent liquide. C'était du matériel médical. Une pompe à insuline, un nébuliseur pédiatrique et une photo encadrée d'une femme, la défunte épouse de Stéphane, Sarah, décédée il y a 2 ans. Manon cria « Papa !» La photo de maman. Stéphane se figea. Il regarda la photo de sa femme gisant sur le sol à côté de la chaussure en cuir italien cirée de Nicolas. Nicolas baissa les yeux. Il ne s'excusa pas. Il écarta le nébuliseur du pied. Des vieilleries. Comme je l'avais dit. Sortez ce bazar d'ici. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Stéphane Thorne. Pas de manière violente, mais d'une manière qui coupa son désir de jouer selon leurs règles. Il avait essayé d'être le passager discret. Il avait essayé d'être humble. Il se baissa doucement, ramassa la photo de sa femme et essuya un grain de poussière sur le verre. Il la replaça soigneusement dans le sac. Il regarda Manon. Elle pleurait, terrifiée. « Ça va aller, ma chérie, » dit Stéphane. « Fais ton sac. »« Mais papa, » sanglota TL. « Je veux aller en Avignon. »« Nous allons en Avignon, » dit Stéphane, sa voix d'un calme troublant. « Mais pas dans ce train, et personne d'autre non plus. » Valérie, la chef de bord, poussa un soupir de soulagement. Elle pensait avoir gagné. « Merci de votre coopération, monsieur. Je vais demander à quelqu'un de vous escorter. »« Pas besoin, » dit Stéphane. Il ferma le sac déchiré du mieux qu'il put. Il prit la main de Manon. Il regarda Nicolas Sterling droit dans les yeux. « Vous vouliez le siège, Nicolas? Prenez-le. C'est le siège le plus cher dans lequel vous vous assiérez jamais. » Stéphane fit sortir Manon de l'allée devant les passagers qui les fixaient. Il passa devant la cabine de conduite où le conducteur effectuait ses vérifications avant le départ. Il sortit du train et retourna dans la gare. Dès que ses pieds touchèrent le quai, Stéphane sortit un petit téléphone satellite noir de sa poche. Ce n'était pas un smartphone. C'était une ligne sécurisée. Il composa un numéro unique. « Oui, monsieur Thorne », répondit une voix instantanément. C'était Léo, son chef des opérations. « Léo », dit Stéphane en regardant le train à travers la vitre. « Initiez le protocole 0 pour le TER 117. »« Monsieur. » Léo hésita. Le protocole 0 est un gel total des actifs. Ce train transporte les prototypes de semi-conducteurs pour la fusion nanotechnologique. Si nous bloquons ce fret. Je n'ai pas bégayé, Léo, dit Stéphane, sa voix froide comme la glace. Je possède le contrat logistique pour le fret accroché à ce train. Je possède le contrat d'électricité pour la ligne qu'il utilise. Et je possède la dette de la société de leasing qui détient la motrice. Je comprends, monsieur. Immobilisez-le, ordonna Stéphane. Révoquez le manifeste de fret immédiatement. Coupez la certification d'alimentation. Ce train ne quitte pas le quai tant que je ne l'ai pas dit. C'est fait. Cela prendra environ 3 minutes pour atteindre les systèmes de la tour de contrôle. Bien. Stéphane raccrocha. Il s'agenouilla vers Manon et essuya ses larmes. Tu as faim pour un bon bœuf bourguignon, ma puce? Manon renifla. Je croyais qu'on partait. On part. Stéphane sourit, une lueur sombre dans les yeux. Mais d'abord, on va regarder un spectacle.
À l'intérieur du train, Nicolas Sterling s'installa dans le siège 1A, faisant tourner un verre de champagne d'avant-départ. Enfin, murmura-t-il à Valérie. Un peu de standing. La voix du conducteur résonna dans l'interphone. Mesdames et messieurs, nous attendons juste l'autorisation finale et nous serons en route. Nicolas eut un sourire narquois. Soudain, les lumières de la cabine clignotèrent. Les moteurs, qui bourdonnaient doucement, s'éteignirent dans le silence. La climatisation se coupa. Un nouveau son remplit la cabine. Le son de la voix du conducteur. Mais cette fois, il semblait confus, paniqué. Mesdames et messieurs, ici Jean Miller, votre conducteur. Nous venons de recevoir un message du contrôle ferroviaire et du siège social. Il semble que l'autorisation de départ nous ait été refusée. On nous ordonne de rester à quai immédiatement. Nicolas fronça les sourcils. Quoi? De plus, continua le conducteur, la voix tremblante, la police ferroviaire demande à monter à bord. Veuillez rester assis. Nicolas ricana, ils attrapent probablement ce voyou qui essaie de remonter. Il n'avait aucune idée que le « voyou » était actuellement assis à la brasserie de la gare, mangeant un bœuf bourguignon avec une baguette, observant le chaos se dérouler avec la patience d'un homme qui détient un carré d'A. L'atmosphère à l'intérieur de la première classe du TER 117 passa rapidement du luxe à la suffocation. Avec les moteurs éteints, les systèmes de circulation d'air moururent. L'air lourd et humide de l'été marseillais commença à s'infiltrer dans le tube d'aluminium. Nicolas Sterling desserra sa cravate en soie. C'est de l'incompétence, annonça-t-il à la cantonade, faisant tourner son champagne désormais tiède. Une panne technique sur un train tout neuf. J'aurais un mot à dire au conseil d'administration. Valérie, la chef de bord, était pâle. Elle se tenait près de la porte de la cabine de conduite, écoutant une dispute animée entre le conducteur et quelqu'un à la radio au sol. Elle ne pouvait entendre que le côté du conducteur, et cela la terrifiait. Comment ça non assuré? C'est impossible. Le manifeste a été validé il y a 1 heure. Qui l'a révoqué? Thorne? Qui est Thorne? L'estomac de Valérie se noua. Elle regarda le siège vide 1A. Elle se souvint du nom sur le billet. Elle avait jeté un coup d'œil méprisant à Stéphane Thorne. La porte de la cabine s'ouvrit à la volée. Jean Miller émergea, l'air d'avoir vu un fantôme. Il ne regardait pas les passagers. Il regardait Valérie. « Avons-nous débarqué un passager ?» demanda Miller, la voix serrée. « Un monsieur Thorne ?» Oui, bégaya Valérie en lissant sa jupe. Il était perturbateur. Monsieur Sterling ici a eu un conflit avec l'attribution des sièges, et j'ai pris la décision de... Espèce d'idiote, chuchota le conducteur Miller. C'était dur, non professionnel et assez fort pour que Nicolas l'entende. Excusez-moi, Nicolas se leva, indigné. Elle a fait son travail, conducteur. Elle a retiré une menace. Elle a retiré le propriétaire de l'énergie de nos lignes et du fret dans nos wagons. Claqua Miller, perdant son sang-froid. Il se tourna vers la cabine, s'adressant aux passagers riches qui transpiraient maintenant dans leur cachemire. Mesdames et messieurs, j'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Nous avons été immobilisés par l'autorité ferroviaire. Le contrat logistique pour notre fret principal des puces électroniques prototypes essentiels pour l'industrie automobile européenne a été sommairement résilié par le fournisseur d'expédition. Légalement, nous détenons maintenant des biens volés. Nous ne pouvons pas partir. En fait, nous ne pouvons même pas rester à quai avec ce fret à bord sans manifeste valide. Un murmure de choc parcourut la cabine. De plus, continua le conducteur, le fournisseur d'énergie a révoqué notre certification de crédit. Nous sommes bloqués. Nicolas rit nerveusement. C'est ridicule. C'est un bug. Qui a ce genre de pouvoir? Jean Miller regarda Nicolas avec dédain. L'homme que vous venez de virer de mon train. Stéphane Thorne, PDG de Thorne Logistique. Il déplace 40% du fret technologique européen, et vous venez de l'humilier. Le silence qui suivit fut plus lourd que l'air humide. Chaque perdieu en première classe, les gestionnaires de fonds spéculatifs, les héritiers du pétrole, les vice-présidents de la tech se tourna lentement vers Nicolas Sterling. Moi? Couina Nicolas. Je ne savais pas.
Vous n'avez pas demandé, dit glacialement une femme au siège de K. C'était la PDG d'une maison de mode. Vous étiez trop occupé à le traiter d'ordure. Tout le monde descend, ordonna le conducteur Miller en se frottant les tempes. La police est sur le quai pour superviser le débarquement. Ce voyage est annulé. Le chaos qui s'ensuivit fut absolu, mais pour Nicolas Sterling, le cauchemar ne faisait que commencer. En saisissant son sac, essayant d'avoir l'air digne, il réalisa qu'il ne perdait pas seulement un voyage. Il perdait la salle. Et dans le monde de la haute société, perdre la salle est une condamnation à mort. Valérie tremblait. Elle savait avec une terreur grandissante qu'elle ne travaillerait plus jamais dans le transport ferroviaire. De retour dans la gare, la scène était presque comique par son contraste. Stéphane Thorne était assis à une table de brasserie près de la vitre, finissant son bœuf bourguignon avec une baguette croustillante. Il buvait tranquillement un verre de vin de Provence. Manon sirotait joyeusement un Diabolo fraise, regardant un dessin animé sur sa tablette. Il ressemblait aux personnes les plus détendues de la gare. Autour d'eux, le terminal sombrait dans la folie. Les passagers du TER 117 se déversaient du quai comme des guêpes en colère. Ils criaient dans leur téléphone, exigeant des remboursements, hurlant sur les pauvres agents de quai qui n'avaient aucune idée de pourquoi le système les avait bloqués. « Papa, regarde tous les gens en colère », observa Manon en pointant avec un morceau de pain. « Oui, chérie. » Stéphane s'essuya la bouche avec une serviette. Parfois, les gens s'énervent quand les choses ne vont pas dans leur sens. C'est alors que Nicolas Sterling surgit du quai. Il transpirait abondamment, sa veste de costume onéreuse battant au vent. Il scanna frénétiquement la zone d'attente jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Stéphane. Nicolas marcha vers lui, le visage masqué par une rage violette. Il se fichait que les gens regardent. Il se fichait que les téléphones portables soient déjà sortis pour filmer la crise. « Toi !» hurla Nicolas, pointant un doigt tremblant vers Stéphane. Espèce de petit homme mesquin et vindicatif. As-tu une idée de ce que tu as fait? Stéphane ne se leva pas. Il n'arrêta même pas de mâcher. Il regarda juste Nicolas avec une légère curiosité. Je suppose que je vous ai dérangé, monsieur Sterling, ce qui est étrange étant donné que vous avez le siège 1A. N'est-il pas confortable? Tu as annulé le train. Rugit Nicolas. J'ai une réunion à Avignon demain matin avec le conseil de Shell. Si je rate ça, je perds une fusion valant des millions. Stéphane avala sa bouchée de bœuf. Ça a l'air stressant. Peut-être auriez-vous dû réserver un jet privé, ou à tout le moins ne pas agresser les bagages d'un homme. Je ne t'ai pas agressé. Tu as touché mes affaires. Stéphane dit, sa voix perdant soudain toute chaleur, vous avez cassé le matériel médical de ma fille, et vous avez insulté ma dignité devant mon enfant. Alors tu as gâché la journée de 300 personnes, cracha Nicolas. Tu es un monstre. Non, le corrigea Stéphane. Je suis un homme d'affaires, et j'ai décidé que faire des affaires avec cette compagnie, et par extension partager l'air avec vous, n'était plus dans mon meilleur intérêt. C'est le marché libre, Nicolas. Je croyais que vous aimiez le marché libre. À présent, une foule s'était rassemblée. Et ce n'était pas seulement des passagers. 2 officiers de la police ferroviaire approchaient, flanqués d'un homme en costume bleu marine élégant qui semblait sur le point de faire une crise cardiaque. L'homme en costume était David Hemming, le directeur régional des opérations pour la compagnie ferroviaire. Nicolas vit Hemming et s'illumina. David, Dieu merci. Tu connais mon père. Cet homme, ce moins que rien a saboté ton train. Je veux qu'il soit arrêté pour espionnage industriel et dommages. Hemming ne regarda même pas Nicolas. Il passa directement devant lui, manquant de renverser Nicolas avec son épaule. Hemming s'arrêta devant Stéphane, qui était toujours assis. Le directeur inclina légèrement la tête, un geste de soumission rarement vu dans une gare française. Monsieur Thorne, dit Hemming à bout de souffle. Je suis David Hemming, directeur régional. Je viens d'avoir votre directeur des opérations, monsieur Léo, au téléphone. S'il vous plaît, monsieur, nous perdons de l'argent à chaque seconde. Le fret est bloqué. Que pouvons-nous faire pour arranger cela? La foule haleta. La dynamique avait changé instantanément. Nicolas Sterling resta figé, la bouche ouverte.
L'homme qu'il avait traité d'ordure tenait actuellement la compagnie en otage, et les cadres le suppliaient d'avoir pitié. Stéphane regarda Manon. « Tu as fini ton sirop, ma chérie ?»« Tout fini, papa. » Stéphane se leva lentement, dominant Hemming de toute sa hauteur. Il ajusta son sweat à capuche. « Monsieur Hemming, » dit Stéphane calmement. « Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas de bon d'achat. Je ne veux pas de points de fidélité. N'importe quoi, monsieur Thorne. Dites-le. » Stéphane pointa Nicolas Sterling du doigt. « Je veux qu'il comprenne, » dit Stéphane. Il pense que son nom et son costume lui donnent le droit de déplacer les gens. Il pense que le monde est son salon. Je veux que vous lui disiez tout de suite exactement pourquoi ce train ne part pas. Hemming se tourna vers Nicolas. Le visage du directeur était dur. Il connaissait Nicolas. Il connaissait la famille Sterling. Mais il savait aussi que Thorne Logistique représentait 15% des revenus annuels de fret de la compagnie. Monsieur Sterling, dit froidement Hemming. Monsieur Thorne est le principal loueur de la motrice devant laquelle vous vous tenez. Techniquement, sa société possède le train. Et parce que vous avez décidé d'abuser racialement de notre plus grand partenaire et d'endommager son matériel médical, il a exercé une clause de notre contrat, la clause 14B, perte de confiance. Il a retiré notre licence d'exploitation de ce train spécifique aujourd'hui. Nicolas avait l'air d'avoir été giflé. Il possède le train ? Effectivement, intervint Stéphane. Et je n'aime pas mes locataires. Stéphane se retourna vers Hemming. Je suis prêt à lever l'ordre d'immobilisation à une condition. Oui ? Demanda Hemming avec empressement. Ma fille et moi prenons le prochain départ pour Avignon. Un train différent, un équipage différent. Stéphane marqua une pause, ses yeux perçant Nicolas. Et monsieur Sterling est placé sur la liste noire définitivement. Pas juste pour ce voyage, pour tout le réseau. Banni. Vous ne pouvez pas faire ça. Hurla Nicolas. Je suis membre platine. Hemming n'hésita pas. Il regarda le chaos autour de lui. Il regarda les passagers qui pleuraient. Accordé, dit Hemming. Il se tourna vers l'agent de quai. Chloé, révoquez le statut de monsieur Sterling immédiatement. Signalez son passeport dans notre système, remboursez son billet sur le mode de paiement original et escortez-le hors de la zone sécurisée. C'est de la folie, cria Nicolas en saisissant le bras de Hemming. Savez-vous qui est mon père? Je m'en fiche, Hemming le repoussa. Sécurité. Les deux officiers de police s'avancèrent. Ils n'étaient pas là pour Stéphane. Ils étaient là pour le trouble à l'ordre public. Monsieur, dit l'officier à Nicolas en posant une main sur son épaule. Vous faites une scène. Vous devez venir avec nous. Enlevez vos mains de moi. Nicolas se débattit et, dans sa panique, il fit la deuxième pire erreur de sa vie. Il bouscula l'officier de police. La réaction fut instantanée. L'officier fit pivoter Nicolas, lui tordant le bras dans le dos. Arrêtez de résister. Outrage à agent. Ma montre? Clic clic. Menottes. De vraies menottes en acier. Alors que Nicolas était traîné au loin, donnant des coups de pied et criant à propos de procès et des avocats de son père, il passa devant Stéphane une dernière fois. Stéphane fermait la fermeture éclair de son sac de sport déchiré. Il ne dit pas un mot. Il fit juste un petit signe de tête polie à Nicolas, le genre qu'on donne à un inconnu dans la rue. C'était dédaigneux. C'était définitif. La foule dans la gare, réalisant que Nicolas était le méchant qui les avait retardés, commença à huer. Quelqu'un cria « Bon débarras ». Manon tira sur la main de Stéphane. « Papa, est-ce que le méchant monsieur va au coin ?» Un très long moment au coin, Manon, dit Stéphane. Mais l'histoire n'était pas finie. Stéphane avait gagné la bataille à la gare, mais Nicolas Sterling était un homme avec des amis puissants et vindicatifs. Et alors que Stéphane et Manon montaient dans leur nouveau train 3 heures plus tard, une vidéo de l'incident devenait déjà virale sur Twitter. Le hashtag raciste de première classe était numéro 1 mondial, mais la famille de Nicolas était sur le point de riposter, et il jouait sale. Le voyage vers Avignon fut paisible, mais le monde en dessous brûlait. Alors que Stéphane et Manon dormaient dans leur nouvelle suite du train reprogrammé, la machine familiale Sterling s'était réveillée.
Nicolas Sterling n'était pas seulement un gosse pourri gâté. Il était l'héritier de Sterling Heavy Industries, un conglomérat aux poches profondes et aux connexions encore plus profondes dans les médias. Nicolas avait été libéré sous caution 2 heures après son arrestation. Son premier appel ne fut pas pour son avocat. Ce fut pour son père, Pierre Sterling. Pierre était un homme qui considérait la moralité comme une faiblesse et l'opinion publique comme quelque chose qui s'achetait. Au moment où le train de Stéphane arriva en gare d'Avignon TGV 1 heure plus tard, le récit avait complètement basculé. Stéphane alluma son téléphone alors qu'il sortait du train. Il vibrait sans relâche. Des centaines de notifications. Il ouvrit Twitter. Le hashtag tendance n'était plus raciste de première classe. C'était maintenant Torn la brute et agression en gare. Un clip vidéo lourdement édité circulait. Il montrait seulement le moment où Stéphane se levait face à Nicolas dans la cabine. L'audio des insultes de Nicolas avait été effacé. Les images de Nicolas donnant un coup de pied dans le sac médical étaient coupées. Cela ressemblait juste à un grand homme noir menaçant un homme riche effrayé, suivi par l'annulation du train. Le titre d'un site d'actualité majeur de droite disait « Un milliardaire woke prend un train en otage ». Comment Stéphane Thorne a terrorisé les passagers pour une dispute de siège. Pierre Sterling avait publié un communiqué « Mon fils Nicolas a été victime d'une agression non provoquée par un homme qui croit que son argent le place au-dessus des lois. M. Thorne a utilisé son levier financier pour bloquer des familles innocentes. Nous poursuivons pour diffamation et détresse émotionnelle. » Stéphane sentit un œuf froid dans son estomac. Il ne s'inquiétait pas pour l'argent. Il s'inquiétait pour Manon. Son visage était partout. Alors qu'il sortait de la gare, le quai n'était pas vide. Il était bordé de paparazzi. « Monsieur Thorne, avez-vous frappé Nicolas Sterling ? Est-il vrai que vous avez exigé le licenciement du conducteur ? Pourquoi détestez-vous la liberté d'expression ? » Les flashs étaient aveuglants. Manon enfouit son visage dans la jambe de Stéphane, tremblante. « Reculez !» rugit Stéphane, protégeant sa fille avec son manteau. « Sortez de son visage !» Les paparazzi prirent la photo à ce moment précis, Stéphane hurlant, l'air en colère. C'était exactement la photo qu'ils voulaient. Ils atteignirent la Citroën 2CV de collection que Stéphane avait louée pour le charme local. Il claqua la portière, fermant le bruit au dehors. Manon pleurait doucement. « Je veux rentrer à la maison, papa, » chuchota T.L. Stéphane la serra contre lui. « Nous sommes en sécurité, Manon. Je te le promets. » Il sortit à nouveau son téléphone satellite. Il appela Léo. « Parle-moi, Léo. »« C'est mauvais, patron, » dit Léo, la voix sombre. La firme de relations publiques de Sterling inonde la zone. Ils doxent nos employés. Ils appellent au boycott de Thorne Logistique. Notre action est en baisse en pré-marché. Ils ont édité la bande, dit Stéphane, regardant la pluie strier la fenêtre de la 2CV. Nous savons, mais la compagnie ferroviaire ne publie pas les images complètes de la cabine. Ils ont peur des avocats de Sterling. Ils essaient de rester neutres. Stéphane regarda le ciel gris de Provence. Il avait joué gentiment. Il avait joué selon les règles. Il avait essayé de simplement s'éloigner. Mais Pierre Sterling avait commis l'erreur de cibler sa réputation et d'effrayer sa fille. « Léo, » dit Stéphane, sa voix descendant dans un registre terrifiant. « Avons-nous toujours les journaux du serveur du train ? Les données de télémétrie ? » « Oui, monsieur. Cela fait partie de notre package logistique et des capteurs de cabine. »« Oui, mais... » Stéphane l'interrompit. « As-tu reçu le fichier de la passagère en 2K, la PDG de mode ? Elle l'a envoyé il y a 10 minutes. Elle a tout enregistré sur son iPhone. Haute définition, non coupé. » Stéphane sourit. C'était un sourire de requin. « Bien. Ne le diffusez pas à la presse, monsieur. La presse va juste le déformer. Nous devons voir plus grand. Réserve la salle de bal d'un grand hôtel à Avignon pour demain matin. Invite tout le monde. La BBC, CNN, Al Jazeera, Le Monde, et envoie une invitation personnelle à Pierre et Nicolas Sterling. Vous allez tenir une conférence de presse ? Non, dit Stéphane. Je vais organiser une projection.
La salle de réception de l'hôtel d'Europe à Avignon était bondée. L'air était épais d'anticipation. Les médias ne savaient pas à quoi s'attendre. Stéphane Thorne était un reclus. Il ne parlait jamais publiquement. Pierre Sterling était assis au premier rang, l'air suffisant. Il avait amené Nicolas, qui portait une minerve dont il n'avait absolument pas besoin. Ils étaient là pour jubiler. Il pensait que Stéphane allait s'excuser, transiger, supplier pour que le cours de l'action remonte. Stéphane monta sur scène. Il était seul. Pas d'avocat, pas de note. Il portait un costume noir simple. Il se tint au pupitre et regarda la mer de caméra. Il regarda directement Nicolas Sterling. Nicolas eut un sourire narquois. Hier, commença Stéphane, sa voix résonnant dans la salle. J'ai été accusé d'être une brute. J'ai été accusé d'utiliser mon pouvoir pour blesser des innocents. Il marqua une pause. Je suis un père. Ma fille a eu 7 ans hier. Tout ce qu'elle voulait, c'était voir le palais des papes. Au lieu de cela, elle a vu son père subir un profilage racial et la photo de sa défunte mère recevoir des coups de pied comme une ordure. Pierre Sterling se leva. Mensonge. Nous avons la vidéo. Asseyez-vous, Pierre, dit Stéphane. Il ne cria pas. Il commanda. Vous avez un clip. J'ai la vérité. Stéphane appuya sur un bouton d'une télécommande. L'écran géant derrière lui s'alluma. Ce n'était pas une image de sécurité granuleuse. C'était la vidéo 4K filmée par la femme au siège de K. L'angle était parfait. Elle montrait Nicolas se penchant sur Stéphane. L'audio était cristallin. Le deuxième rang, c'est pour les domestiques. À qui as-tu volé la carte de crédit? Un rappeur? Un dealer? La salle halta. Les flashs crépitèrent. La vidéo continua. Elle montrait Stéphane assis calmement. Elle montrait Nicolas saisissant le sac. Elle montrait la fermeture éclair se déchirer. Elle montrait le matériel médical et la photo se déverser. Des vieilleries. Comme je l'avais dit. Le visage de Nicolas Sterling dans le public devint pâle. Il griffonna sa minerve, réalisant soudain à quel point il avait l'air stupide. Mais Stéphane n'avait pas fini. C'est le caractère de l'homme, dit Stéphane. Mais ceci est le caractère de l'entreprise. L'écran changea. C'était une série d'emails. Ce sont des emails internes du serveur de Sterling Heavy Industries, expliqua Stéphane. Obtenus légalement par la phase de découverte d'un procès que j'ai déposé ce matin à la Haute Cour de justice. Les emails étaient entre Pierre Sterling et les dirigeants de la compagnie ferroviaire, datés de plusieurs semaines. 2. Pierre Sterling. Objet, TER 117. Je me fiche de qui est en A. Virez-le. Je veux ce siège. Si vous devez inventer une raison de sécurité, faites-le. Sortez juste le passager. La salle explosa. C'était la preuve d'une conspiration, la preuve de la préméditation. Et enfin, dit Stéphane. Le karma. L'écran changea pour un graphique boursier. Il montrait Sterling Heavy Industries chutant en temps réel. Pendant que vous étiez occupé à monter des vidéos, Pierre, dit Stéphane, j'étais occupé à passer des appels. Thorne Logistique est le partenaire d'expédition principal pour 60% de votre chaîne d'approvisionnement. À 9 h ce matin, j'ai résilié tous les contrats avec Sterling Industries avec effet immédiat. Pierre Sterling s'étouffa. Il chercha son téléphone. De plus, continua Stéphane, j'ai parlé avec le conseil du consortium automobile européen ce matin. Ils étaient très intéressés de voir la vidéo de votre fils détruisant du matériel médical. Ils ont une clause d'éthique stricte. Ils viennent d'annuler votre contrat de moteur de 3 milliards d'euros. Non. Hurla Pierre. Vous ne pouvez pas faire ça. Je viens de le faire, dit Stéphane, froid comme la glace. Vous vouliez immobiliser un train? Je viens d'immobiliser votre entreprise entière. Nicolas Sterling pleurait maintenant, la tête dans ses mains. Pierre ressemblait à un homme regardant sa maison brûler. Stéphane se pencha vers le microphone. À tous les autres, merci d'avoir écouté. Et à la compagnie ferroviaire, je suggère d'améliorer votre formation,
car la prochaine fois que vous jugez un homme à son sweat à capuche, il se pourrait qu'il possède le train. Stéphane quitta la scène. La salle était en plein chaos. Les journalistes criaient des questions, mais Stéphane ne s'arrêta pas. Il marcha droit vers la porte arrière où Manon attendait avec un grand sourire et une glace. « Tu as gagné, papa ?»« On a tous gagné, bébé, » dit Stéphane. « Allons voir le palais. » Le silence dans la salle de réception qui suivit le départ de Stéphane Thorne fut plus lourd que n'importe quel cri. C'était le vide laissé par une explosion. Pendant 10 secondes, le seul son fut le cliquetis frénétique des obturateurs d'appareils photo capturant la scène vide et le graphique dévastateur sur l'écran, prix de l'action Sterling Heavy Industries moins 70%. Puis le barrage céda. Les journalistes envahirent le premier rang. Ils ne traitaient plus Pierre et Nicolas Sterling comme des titans de l'industrie. Ils les traitaient comme des appâts dans des eaux infestées de requins. « Monsieur Sterling, est-il vrai que vous avez essayé de corrompre le conducteur ? Nicolas, pourquoi avez-vous menti sur l'agression ? Pierre, allez-vous démissionner ? » Pierre Sterling, un homme qui avait passé 40 ans à affronter des chefs syndicaux et des OPA hostiles, semblait absolument brisé. Il essaya de repousser un microphone, le visage en sueur paniqué. « Pas de commentaires. Dégagez de mon chemin. C'est de la calomnie. Je vous ferai un procès à tous. » Mais la caméra ne cligna pas. Elle captura chaque goutte de sueur, chaque tremblement de ses mains, diffusant en direct sur des millions d'écrans dans le monde. Le Mondeville et Sterling non pas comme de puissants aristocrates, mais comme de petites brutes effrayées courant vers la sortie. 3 jours plus tard, le décor changea des tapis moelleux de l'hôtel à la salle de conseil aux parois de verre froide de Sterling Heavy Industries dans le quartier d'affaires de la Pardieu à Lyon. La vue sur la ville était grise et pleurait de pluie. Pierre Sterling était assis en bout de table. D'habitude, cette pièce était son royaume. Aujourd'hui, c'était son échafaud. Autour de la table siégeaient les 12 membres du conseil d'administration. C'étaient des hommes et des femmes que Pierre connaissait depuis des décennies. Des gens avec qui il avait dîné, joué au golf et qui l'avaient enrichi. Aujourd'hui, pas un seul d'entre eux ne croisa son regard. « C'est un revers temporaire, » dit Pierre, la voix rauque après des jours à hurler sur des avocats. Thorne bluffe. Nous pouvons contre-attaquer. J'ai une réunion avec l'aide du Premier ministre mardi. Nous pouvons aplanir cela. Il n'y a pas de réunion, Pierre, dit Sir Justin Bain, le président du conseil. Bain était un homme aux yeux d'acier qui privilégiait les dividendes à l'amitié. Comment ça ? Claqua Pierre. Je l'ai arrangé moi-même. Le bureau du Premier ministre a appelé il y a 1 heure, dit Bain, faisant glisser un papier sur la table en acajou. Ils ont annulé l'invitation. Ils ont dit que l'administration ne peut pas être vue s'associant à une marque actuellement enquêtée pour, quelle était la phrase ? Brutalité corporative et pratiques discriminatoires. Pierre fixa le papier. Enquêter ? L'Agence européenne de sécurité aérienne et ferroviaire a ouvert une enquête sur notre pression sur la compagnie de transport, continua Bain calmement. L'AMF enquête sur un délit d'initié concernant votre vente d'actions juste avant que le scandale n'éclate, et le syndicat de notre usine de Vénissieux vient de voter la grève en solidarité avec Stéphane Thorne. Bain se pencha en avant. C'est fini, Pierre. J'ai bâti cette entreprise. Pierre frappa du poing sur la table. Mon nom est sur le bâtiment. Et c'est exactement le problème, dit Bain, froid comme la glace. Ton nom est toxique. L'action a perdu 4 milliards en 72 heures. Nos créanciers rappellent leurs prêts. Nous avons une seule chance de sauver l'entreprise du redressement judiciaire. Qu'est-ce que c'est ? Chuchota Pierre, l'effroi s'accumulant dans son estomac. Ton départ immédiat. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous l'avons déjà fait. Le vote a été unanime 10 minutes avant ton entrée. Bain fit signe vers la porte où 2 gardes de sécurité, des hommes qui saluaient Pierre chaque matin, attendaient maintenant pour l'escorter dehors. Rends ton badge, ton téléphone de fonction et ton ordinateur portable. Tu as 1 heure pour vider ton bureau. C'est mon entreprise. Rugit Pierre alors qu'il était flanqué par les gardes. Plus maintenant, dit Bain en lui tournant le dos. Maintenant, c'est juste une scène de crime. Alors que Pierre était conduit à travers l'open space qu'il dirigeait autrefois, des centaines d'employés regardèrent en silence. Personne n'offrit de sympathie.
Certains levèrent même leur téléphone pour enregistrer la marche de la honte. L'humiliation était totale. Pendant que son père perdait l'empire, Nicolas Sterling perdait sa vie sociale. Il s'était réfugié dans un bistrot chic du 6e arrondissement, un endroit où l'argent achetait l'immunité contre le monde réel. Ou du moins le pensait-il. Nicolas était assis dans un coin sombre, sirotant un whisky qu'il ne pouvait pas goûter. Il vérifia son téléphone. Son Instagram était inondé de dizaines de milliers de commentaires. Ordure. Raciste. Fils à papa. Tu as fait tomber ça. Il essaya de les supprimer, mais ils arrivaient plus vite que ses pouces ne pouvaient bouger. Puis une notification apparut de Paris Match. Urgent, Lady Victoria rompt ses fiançailles avec Nicolas Sterling. Nicolas s'étouffa avec sa boisson. Victoria. Elle ne l'avait même pas appelé. Elle l'avait fait via un communiqué de presse. Nicolas? Il leva les yeux. C'était le gérant du bistrot, un homme nommé Gilles, qui connaissait Nicolas depuis qu'il était adolescent. Gilles avait l'air mal à l'aise. Gilles, apporte-moi une autre bouteille, bredouilla Nicolas. Et dis à ces gens d'arrêter de me fixer. Je ne peux pas faire ça, monsieur Sterling, dit Gilles doucement. Pourquoi pas? Je dépense 50 000 par an ici. En fait, dit Gilles en redressant sa cravate. Le comité de direction a tenu une réunion d'urgence ce matin. Clause 9 de notre règlement concernant la conduite indigne d'un gentilhomme. Nicolas se leva, vacillant légèrement. Tu me bannis? Moi? Un Sterling? Nous avons beaucoup de clients des industries créatives, Nicolas. Cinéma, musique, mode. Ils ont tous menacé de ne plus venir si vous restez client. Nous ne pouvons pas perdre la moitié de notre clientèle pour un seul homme. Gilles fit signe au portier. Vos frais d'adhésion VIP ont été remboursés au prorata. Veuillez partir. Je ne vais nulle part. Cria Nicolas, saisissant le bord de la table. Ne nous obligez pas à appeler la police, Nicolas, dit Gilles, sa voix tombant dans un murmure. Vous êtes déjà sous caution. C'était le coup de grâce. Nicolas se figea. La salle était silencieuse. Des gens qu'il considérait comme des amis, des gens avec qui il avait fait la fête à Ibiza et Courchevel, le regardaient avec un pur dégoût. Ils n'étaient pas en colère. Ils avaient honte pour lui. Nicolas redressa sa veste, essayant d'invoquer un lambeau de dignité, mais elle avait disparu. Il sortit du club sous la pluie lyonnaise. Il essaya de héler un taxi. Le chauffeur ralentit, regarda le visage de Nicolas, le reconnut aux nouvelles, et accéléra, éclaboussant une flaque d'eau sale de caniveau sur le pantalon italien de Nicolas. Nicolas resta sur le trottoir, trempé, seul, et réalisa pour la première fois de sa vie que l'argent ne pouvait pas acheter un parapluie quand le monde entier voulait que vous soyez mouillé. Pendant que le monde des Sterling brûlait, Stéphane Thorne était occupé à construire quelque chose de nouveau. Il était assis dans la suite présidentielle d'un grand hôtel surplombant le Rhône. En face de lui était assise la nouvelle PDG de la compagnie ferroviaire, une femme nommée Soraya Jenkins. Elle avait remplacé David Hemmings seulement 24 heures auparavant. Monsieur Thorne, dit Jenkins, les mains jointes sur la table. Je ne vais pas perdre votre temps avec des excuses. Ce qui s'est passé était un échec systémique de notre culture. Nous avons donné du pouvoir aux mauvaises personnes et réduit au silence les bonnes. Stéphane hocha lentement la tête. Les excuses sont des mots, Madame Jenkins. Je m'intéresse à la logistique. Comment passez-vous de « désolé » à « et plus jamais » Nous mettons en œuvre le protocole Thorne sur toute la flotte, dit-elle en faisant glisser un épais dossier sur la table. Formation obligatoire sur les préjugés pour tout le personnel, de l'enregistrement à la conduite. Une politique de tolérance zéro pour les abus des passagers, quel que soit leur statut de voyageur fréquent. Et nous supprimons la capacité pour les VIP de déplacer des passagers assis. Un siège vendu est un siège vendu. Point final. Stéphane ouvrit le dossier. Il scanna les pages. C'était minutieux. Et, ajouta Jenkins, nous aimerions faire un don, 1 million d'euros à une œuvre de charité de votre choix. Stéphane ferma le dossier. Gardez l'argent. Jenkins cligna des yeux. Monsieur? Je n'ai pas besoin de votre argent. J'en ai plein, dit Stéphane.
Mais il y a des étudiants à Lyon, des gamins intelligents, brillants, qui veulent devenir ingénieurs ferroviaires, logisticiens, conducteurs. Ils n'ont juste pas l'accès. Utilisez ce million pour lancer un fonds de bourse d'études. La bourse Soraya Thorne, nommée d'après ma défunte épouse. Des bourses complètes pour les étudiants défavorisés. Jenkins sourit. Un sourire sincère et soulagé. Considérez que c'est fait, monsieur Thorne. Une dernière chose, dit Stéphane en se penchant en arrière. Mon retour à la maison. Oui, nous avons préparé une voiture privée exclusive pour vous. Nous avons vidé toute la première classe pour votre intimité. Stéphane secoua la tête. Non, je ne veux pas voyager seul. On se sent seul au sommet, Madame Jenkins. J'ai une meilleure idée. Le reste de la semaine en Provence fut un flou de joie pour Manon parce que Stéphane avait écrasé les menaces si décisivement qu'il avait pu se déconnecter. Pas d'avocat, pas de presse, juste un papa et sa fille. Il allait racheter un ours en peluche géant qui était sans doute trop gros pour entrer dans une valise. Ils visitèrent le palais des papes où les guides, ayant vu les nouvelles, donnèrent à Manon une visite privée. Ils se promenèrent à travers un magnifique champ de lavande en mangeant une glace. « Papa » demanda Manon en léchant du chocolat sur son pouce. « Ouais, ma puce ? Pourquoi ce monsieur était si méchant avec nous dans le train ?» Stéphane s'arrêta de marcher. Il s'agenouilla dans la terre, ignorant le tissu coûteux de son pantalon. Il la regarda dans les yeux. « Certaines personnes, dit Stéphane doucement, pensent qu'être important les rend meilleurs que tout le monde. Ils pensent que le monde est une chaise où eux seuls peuvent s'asseoir. Mais c'est bête, dit Manon. Tout le monde a besoin de s'asseoir parfois. » Stéphane rit, un son profond et grondant qui desserra le nœud dans sa poitrine. Exactement. C'est pour ça qu'on a dû lui rappeler. Tu ne regardes jamais quelqu'un de haut sauf si tu l'aides à se relever. Ou. Ses yeux pétillèrent, à moins que tu n'achètes leur entreprise pour les virer. Je comprends pas, gloussa Manon. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Maintenant viens. On a un train à prendre et je pense que tu vas aimer celui-là. Quand ils arrivèrent à la gare d'Avignon TGV, il n'y avait pas de Nicolas Sterling bloquant le chemin. Il n'y avait pas d'agent de quai méprisant. Au lieu de cela, il y avait un tapis rouge, littéralement. Mais Stéphane ne le marcha pas seul. Derrière lui, sortant d'un bus affrété, se trouvaient 40 adolescents. Ils étaient bruyants, excités, et vêtus de sweats à capuche assortis, boursiers Thorne. C'étaient des jeunes du club de robotique de la banlieue lyonnaise, le club même que Stéphane avait parrainé anonymement pendant des années. Il les avait fait venir en Provence pour le voyage de retour. « Monsieur Thorne » cria l'un des gamins, un garçon maigre nommé Marcel. « C'est ça le train ?» Il pointa le TGV duplex massif attendant sur le quai. « C'est le carrosse, Marcel. » Stéphane sourit. « On s'assoit à l'arrière ?» demanda Marcel. Stéphane regarda l'agent de quai. « Est-ce qu'il s'assoit à l'arrière ?» L'agent rayonna. « Non, monsieur. Pont supérieur, première classe intégrale. Tout l'étage est à vous. » Les enfants éclatèrent en acclamations. Alors qu'ils montaient, l'énergie était électrique. C'étaient des enfants habitués à ce qu'on leur dise de se taire, de se tenir au fond, de faire de la place pour les autres. Maintenant, ils tournaient à gauche vers le luxe. Stéphane guida Manon vers le siège 1A, le siège pour lequel il s'était battu. Il l'assit. « C'est ton siège, Manon. Personne ne te bouge, jamais. » Manon serra son ours géant. « C'est confortable, papa. » Stéphane s'assit en un cas. Il regarda le chaos de joie autour de lui. Les enfants jouaient avec les boutons des sièges inclinables. Ils examinaient les kits de confort comme s'il s'agissait d'un trésor. Ils demandaient respectueusement au chef de bord comment le train fonctionnait. Il n'y avait pas d'arrogance ici, seulement de la gratitude. Alors que le TGV glissait hors de la gare, Stéphane sortit son téléphone une dernière fois. Il vit une alerte info, Pierre Sterling dépose le bilan personnel. Nicolas Sterling condamné à 200 heures de travaux d'intérêt général à ramasser les ordures à la gare de Marseille-Saint-Charles. Stéphane gloussa. L'univers avait le sens de l'humour. Nicolas nettoierait les sols même qu'il pensait être trop bons pour fouler. Les moteurs vrombirent, un ronronnement puissant qui vibra à travers les sièges.
Le train s'élança vers le nord. Stéphane regarda par la fenêtre alors que le paysage défilait. Il vit la gare, les voitures, les gens minuscules. Il vit le monde que Nicolas Sterling avait essayé de posséder devenir de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un patchwork de couleurs sous eux. Il tendit la main à travers l'allée et prit celle de Manon. « Prête à rentrer à la maison, papa » demanda-t-elle. « Ouais, dit Stéphane, fermant les yeux et se relaxant enfin vraiment. On y est déjà.